Bonjour tout le monde. On accueille aujourd'hui Alix Heffner, qui est franco-allemande et née à Saarbrück. Je donne la précision parce que c'est important par rapport au travail qu'elle effectue sur la grande région. On y reviendra dans peu de temps. Vous êtes photographe et enseignante depuis une quinzaine d'années, dont depuis 2010 à l'école de Condé à Nancy. Donc depuis 4-5 ans environ, je suis aussi celle qui dirige un peu les études de bachelor photographie à l'école de Condé de Nancy. C'est-à-dire que je pilote un peu la formation, ce qui demande, au-delà de ma capacité d'enseignante aussi, d'avoir une vision globale dans la façon d'enseigner la photographie. On peut dire que vous êtes une photographe documentaire et principalement liée à l'architecture? Ou est-ce que ça réduit trop votre champ d'investigation? Sur la partie que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est tout à fait correct. C'est des champs d'investigation qui me sont vraiment chers. Il y a une autre partie de travail que je suis en train de développer qui est plus complexe, qui est à la limite entre du documentaire et une nouvelle forme de documentaire qui mélange plein de choses. Et quelque part, vous refusez le spectaculaire dans la photographie, c'est bien ça? Vous préférez les sujets inanimés? J'aime les choses qui ne sont pas trop faciles de première vue. J'aime les choses qu'on a besoin de méditer un peu. J'aime les choses aussi dans lesquelles on creuse plutôt que juste une façade un peu extraordinaire qui en met plein la vue. Oui, effectivement. On peut dire que votre travail est aussi une manière d'interroger le réel? Tout à fait. Exact. Tout à l'heure, si j'ai abordé le sujet du lieu de votre naissance, Saarbrück, et de parler de grande région, c'est que vous faites partie d'un collectif qui s'appelle Pixel Cult, qui travaille sur la mémoire et l'identité culturelle de la grande région. Vous pouvez en dire davantage? C'est un collectif que j'ai intégré, entre guillemets, assez récemment, c'est-à-dire en novembre, il y a 1 an et demi, à travers notamment ce travail que je présente ici dans le festival. C'est un collectif qui s'attache à la représentation du territoire de la grande région, qui cherche tout type d'écriture de photographes qui documentent la grande région, sur des thématiques diverses et variées. C'est-à-dire autant du portrait que de l'architecture, que du paysage, mais également peut-être des langages un peu plus libres qui vont vers la fiction ou l'autobiographie. Et c'est comme une banque de données locale, régionale, concernant notre territoire de la grande région. Vous êtes présent à l'exposition collective de la Basilique Saint-Vincent, et notamment on peut voir 7 de vos photographies exposées. Exactement. Un extrait d'une plus grande série que je vais aborder là tout à l'heure pendant la conférence. La conférence a pour titre « Quoi photographier ?» Alors c'est vaste, quoi photographier? Vous pouvez nous en dire juste un tout petit peu plus, parce que quoi photographier, a priori le champ est limité. Peut-être que je donnerai surtout des réponses à ce qu'il ne faut pas photographier, ou en tout cas par quoi il ne faut pas commencer, sachant que là je parle de ma propre expérience et c'est plus des conseils pour le développement d'un travail personnel que je vais vous promulguer aujourd'hui plutôt que de vraies règles. Et juste une toute petite première approche, c'est il faut partir au plus proche de soi? Oui, au plus proche de soi, exactement. Eh ben, je vous laisse développer tout ça. Merci beaucoup. Dans un premier temps, je voulais revenir un tout petit peu sur mon parcours de photographe. Et en fait, j'ai commencé par un apprentissage très technique, qui est un CAP photo. Et donc, dans un premier temps, j'ai appris la photographie par la technique. J'ai appris à manier tous les appareils, en studio, en extérieur, dans toutes les circonstances, à peu près tous les sujets, en l'espace de 3 ans. Et donc, durant cette formation-là, je me suis posé une question. Donc, j'avais mon certificat en poche. Et une première question que je me suis posée, c'est maintenant que je sais faire, qu'est-ce que je vais photographier? Et en fait, c'était une grande question parce que je savais tout faire, mais je ne savais pas quoi faire. La photographie est un art particulier parce que, contrairement par exemple à la peinture ou à l'écriture, l'auteur, normalement, est face à l'angoisse de la page blanche, c'est-à-dire qu'il ne sait pas par où commencer. La photographie en particulier va avoir le problème inverse, en fait, c'est qu'on n'a pas peur de la page blanche, mais en fait, on est face à un monde qui est trop plein, dans lequel il va falloir qu'on prenne un fragment. Ce qui veut dire qu'en tant que photographe, il faut réfléchir à quel fragment photographier et donc quel choix faire. C'est tout de suite une question de choix, d'entrée de jeu. Pour moi, en fait, le gros problème que je rencontre chez mes étudiants en photo, c'est qu'en fait, théoriquement, tout est photographiable. Donc j'étais, entre guillemets, jeune photographe, j'espère être encore un peu jeune quand même, et je me pose cette question de quoi photographier. Et je regarde un certain nombre de photographes que j'aime beaucoup, mais j'ai toujours pas d'inspiration. Et en fait, j'habitais au centre-ville de Saarbrück, et juste à proximité de là, il y avait l'ancienne piscine municipale de Saarbrück. Cette ancienne piscine était abandonnée depuis une dizaine d'années. Et en fait, c'est la piscine où j'ai appris à nager. Donc c'est mon père qui m'emmenait le week-end et qui m'a appris à nager dans cette piscine. Et donc pour moi, le premier sujet photographique que j'ai fait, c'est de photographier la piscine où j'ai appris à nager. C'était pas tant de montrer la réalité de la piscine, à quoi elle ressemble aujourd'hui, mais c'était plutôt de la confronter aux souvenirs que j'en avais quand j'étais enfant. Après cette première expérience, j'ai mis des années à refaire un projet. Et l'un des premiers projets qui m'a préoccupée, c'était ma nationalité franco-allemande et mon identité culturelle franco-allemande. Et dans cette problématique qui m'est vraiment très personnelle, là je reviens aussi à un souvenir d'enfance. Donc vous voyez déjà que je commence à structurer mon propos dans le sens où le meilleur sujet, il est en vous-même en fait. Vous l'avez déjà, sauf que souvent vous ne le voyez pas parce que c'est vraiment juste devant votre nez. Et donc la réflexion était de dire aussi, donc je pars sur un souvenir d'enfance, j'habitais à Saarbrück.
et on allait chercher du pain français du côté français. Pour aller en France chercher du pain, on traversait une zone qui est en fait qu'on appelle un no man's land. On traverse d'abord la frontière de l'Allemagne qui se termine. On fait 5 minutes en voiture avant de passer la frontière qui vous mène en France. Et donc ce no man's land était un point de départ. Donc toute ma réflexion, un peu autobiographique, mais en même temps qui concerne beaucoup d'autres personnes qui ont 2 nationalités ou 2 cultures, c'est de savoir est-ce qu'on est 50% l'un, 50% l'autre, ou est-ce qu'on est plus l'un ou plus l'autre, ou est-ce que quelque part on est une race un peu bizarre, un animal étrange et rare qui n'est ni français ni allemand, parce qu'il est franco-allemand. Et donc j'ai développé plusieurs travaux autour de cette thématique-là, donc toujours à circuler autour de la zone de frontière. Il y a eu un travail sur le fleuve le Rhin qui a traversé donc le sud de l'Alsace jusque le début de la Lorraine. Enfin quasiment, je suis remontée pas que le Rhin, un tout petit peu plus haut. La question c'est toujours de l'entre-deux, de cette limite entre un pays et l'autre. Sur le travail que vous voyez actuellement à la basilique Saint-Vincent, donc exposé avec le collectif Pixel Cult, c'est un travail qui est relativement récent en fait, qui date on va dire du printemps 2020, c'est-à-dire le moment où la France était confinée. Là, de nouveau, je reviens à cette première question fondamentale, quoi photographier? Et en fait, je reviens au cadre dans lequel j'étais en mars 2020. Je travaillais à Nancy, j'étais chez ma compagne à Nancy, et tout d'un coup, on apprend par les médias que 2 jours plus tard, l'Allemagne ferme les frontières. J'ai dû quitter Nancy, donc quitter la France pour rentrer en Allemagne, puisque j'étais toujours résidente allemande. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée coincée en Allemagne. Ma question était, j'étais un peu déconcertée parce qu'en fait, mes amis, ma compagne, mes collègues de travail, mes étudiants, tous les Français que je voyais toute la semaine, en fait, étaient confinés. Ils n'avaient plus le droit de sortir. Ils n'avaient plus le droit à l'espace public. Moi, étant en Allemagne, j'avais le droit d'aller dans l'espace public. J'avais le droit de me balader. J'avais le droit de faire de la photo. En fait, j'étais relativement libre. Et de ce problème, j'ai fait un sujet de travail. En fait, dans votre quotidien aussi, il y a des choses qui vous interrogent, des choses qui posent problème, des choses que vous aimez beaucoup, d'autres choses qui vous demandent réflexion. En fait, souvent, ce sont des thématiques de travail. Donc, je me permets de commencer à faire défiler quelques images extraites du travail qui s'appelle Covid-Grenzen, donc les frontières Covid. Et donc, ce travail, j'ai élongé la frontière entre le land de résidence de l'époque, donc la Sarre en Allemagne, tout au long des frontières vers la France. Donc en fait, je photographie vers l'ouest, ce qui veut dire que la plupart de la journée, en fait, je photographie vers la lumière. Ces photographies, évidemment, donc là, on va parler un tout petit peu de choses plus photographiques, de l'histoire de la photographie, en fait, s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'esthétique documentaire, qui est en fait un style en photographie qui est un peu inspiré, entre guillemets, de Walker Evans, pour aller vite. Ce style-là se veut être neutre et objectif. Il essaye de faire semblant, mais il ne l'est pas du tout. J'aime aborder en fait cette thématique de la frontière qui supposait être quelque part une certaine forme d'hostilité à ce moment-là, avec une certaine forme de neutralité pour que chacun puisse aller y chercher les détails qui se révèlent au fur et à mesure. Pour moi, c'est plus une question d'ouvrir la discussion que de vous donner une solution. J'aimerais que vous vous posiez des questions plus que je n'ai de réponses à vous donner. Et ça, d'ailleurs, c'est une citation d'une très grande photographe qui s'appelle Diane Arbus, qui nous conseille à tous de fonctionner en fait sous cette forme-là. Dans vos photos, ne donnez pas trop de réponses, faites plus qu'on se pose des questions. Donc, dans l'exposition à la basilique, vous avez une grande image qui permet d'entrée de jeu, quand on se rapproche, de voir les détails. Néanmoins, chacune des images, même si elles sont petites, sont truffées de plein de petits détails que vous pouvez aller chercher. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que d'apparence, on voit rien, on a l'impression de ne rien voir et qu'il se passe rien. Et c'est que quand vous prenez le temps d'investir cette image avec votre regard, que vous allez commencer à révéler en fait les couches du réel. Donc cette image en particulier, vous voyez en fait de l'autre côté du pont, le côté français, qui est séparé par un petit ruisseau qui s'appelle la Blies. Donc moi je suis sur la terre de l'autre côté, du côté allemand. Et en fait la seule marque qu'on voit en prenant un peu plus d'attention, c'est ici que ce pont piéton en fait est coupé, ici, à cet endroit-là. Et donc effectivement que la frontière est officiellement fermée. Vous imaginez bien que ce petit morceau de métal là n'empêche personne de passer, mais en fait officiellement les frontières sont fermées. Nous sommes censés être libres dans l'espace public en Allemagne, donc moi je bouge de façon complètement libre. Et de l'autre côté, on voit presque une scène assez idyllique, voilà, de paysage, de peinture classique, de Français qui s'octroient la liberté de pouvoir sortir, alors qu'ils sont confinés. On voit aussi comme petit indice quelque chose ici qui est en fait une représentation du village qui est juste à côté, qui est aussi une représentation un peu idéalisée et bucolique du paysage, alors qu'en fait ici, moi j'essaye de plutôt montrer une forme d'hostilité politique du paysage. D'autres choses dont on ne parlait aussi pas forcément dans les médias, c'est qu'en fait, on a certaines villes qui jouxtent en fait la frontière, comme ici en fait entre Rosbrück et Nassweiler, où en fait la frontière passe par la route nationale. Donc en fait, vous ne pouvez pas réellement fermer la frontière, c'est impossible parce que vous ne pouvez pas contrôler tout le long d'une route principale.
Là, un autre indice sur le quoi photographier, c'est que, là aussi je m'appuie sur Diane Arbus, c'est qu'elle disait en anglais « The more specific you are, the more general you will be ». Ce qui veut dire que plus vous allez avoir un projet spécifique, vraiment hyper particulier en photographie, un truc presque très très personnel ou qui juste arrivait à vous, si vous traitez de ça, vous arriverez à toucher tout le monde. Donc en fait, de toujours commencer par le particulier pour l'ouvrir vers une réflexion plus générale. Ce projet, en fait, prend appui sur ma propre expérience de franco-allemande, séparée en deux, donc j'ai l'impression d'avoir été coupée en deux pendant cette crise du Covid. Mais en même temps, ça parle de toutes ces individualités, de toutes ces vies qui ont été coupées en deux parce qu'ils traversaient la frontière tous les jours et qui vivent à côté de la frontière. C'était aussi une vision que j'ai voulu complémentaire à celle des médias. Les médias disaient la frontière est fermée, on est hyper strict, etc., personne ne passe. Mais en réalité, elle est poreuse et en fait, elle est tout à fait relative, cette frontière, parce qu'il n'y en a pas partout. Quasiment toutes les photos contiennent des anecdotes. Si vous prenez le temps de les regarder, de vraiment rentrer à l'intérieur de l'image, vous allez déceler une forme d'ironie, même si elle est dramatique. L'endroit où vous voyez en fait les troncs d'arbres, les morceaux d'arbres qui sont disposés, c'est effectivement l'endroit où est officiellement la frontière. Donc en fait, les flics ont mis les troncs d'arbres là parce qu'ils ont compris qu'en fait les locaux quittaient la route principale pour passer par cette route forestière et en fait aller de France en Allemagne. Pour bloquer ça, ils ont mis les troncs. Mais en fait, si vous regardez bien, vous voyez les traces de pneus qui passent dans le champ. Donc ça, c'est plein de petites choses que l'histoire ne raconte pas. La grande histoire avec un grand H. Et je trouve important de revenir en fait à ce vécu individuel de ceux qui vivaient autour de la frontière. Dernière anecdote un peu sur ce projet-là. Photographier autour de chez soi et photographier quelque part des thématiques qu'on pense connaître nous permet quelque part de rencontrer le monde. Je dis ça parce qu'on a l'impression de le connaître, mais en fait on ne le connaît pas. Donc dans ce village ici qui s'appelle Leidingen, en fait il est franco-allemand. Il y a deux maires, un maire français et un maire allemand. Ce village est tellement franco-allemand qu'ils n'ont même pas pu couper la route principale en deux. J'ai rencontré un agriculteur en fait, qui habitait du côté français, mais il avait ses vaches du côté allemand. Et donc dès le premier jour où les douaniers allemands sont arrivés à mettre les rambardes, la ville c'est complètement... C'était l'insurrection, ils ont tout démonté. Les douaniers ont compris que c'était pas compatible avec la vie quotidienne. Donc tout ça juste dans une rapide présentation de mon travail pour vous dire qu'en fait parfois une épine dans le pied, un problème, peut devenir quelque chose de très sympathique à raconter, de s'approprier ça et en même temps d'en faire peut-être quelque chose de poétique et peut-être même un document pour l'histoire, ici en l'occurrence, une situation j'espère exceptionnelle. Avant qu'Alix passe aux 7 autres photographes qui vont lui permettre de déployer le sujet de la conférence, il y a peut-être déjà des questions. J'arrive. Ma question se porte justement sur ce travail photographique et notamment tout ce que vous avez dit. C'est pas forcément le premier truc exceptionnel qu'il faut photographier, c'est parfois un truc tout simplement banal. Mais en fait, c'est un peu philosophique ce que vous dites. Est-ce que la photo, c'est pas un moyen justement d'accéder à l'inconscient, cette partie cachée de nous? Là, c'est vous qui posez une question très philosophique. Tout à fait d'accord. Oui, un oui avec toutes les lettres en majuscules. Dans le sens où ma réponse va être entre guillemets très simple mais complexe, c'est que quand on photographie notre position au monde. Cette position au monde, elle est dictée par notre culture, par notre façon de penser, par notre façon de regarder. Et donc évidemment pour moi en fait chaque travail photographique est d'une certaine façon autobiographique. Et parfois j'aime bien dire que la photographie sont des lapsus visuels. Je n'ai pas votre chance, je ne suis pas franco-allemande, je suis juste mosellane et profondément européenne. Votre travail, là, il m'a vraiment émue parce que je me sentais vraiment enfermée pendant le confinement. Je suis frontalière, donc je ne pouvais pas aller au Luxembourg travailler. On m'avait coupé mes ailes. Et ce que vous me racontez, là, ça me fait vraiment plaisir parce que, comme vous le disiez, on avait une épine dans le pied, mais vous nous ouvrez... J'aurais presque envie d'écrire un livre sur l'histoire du village. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, merci beaucoup pour votre remarque. Ce qui m'a poussée à aller sur le terrain, en fait, c'est ce que j'ai entendu à la télé. J'ai trouvé que cette décision politique de fermer les frontières était peut-être une nécessité politique, mais en fait, c'est un affront pour la population européenne. Moi, en tant qu'Européenne, profondément européenne, j'ai voulu aller voir concrètement sur le terrain, est-ce que ce qu'ils disent à la télé est réellement visible dans le paysage ou pas? C'était la motivation initiale, effectivement, ce choc. Merci, bonjour. Je peux poser 2 questions. La première, c'est pourquoi le choix du noir et blanc? La deuxième, c'est, je suis allé voir votre série, et je ne comprenais pas, c'est pour ça que je viens aujourd'hui, et là j'ai compris, je vous remercie. Le message, bon, c'est l'absurdité de prendre des décisions gouvernementales en dehors du terrain, je veux dire. Moi j'ai eu besoin de cette traduction que vous nous faites aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas compris tout de suite ce que vous vouliez exprimer. La question pour moi du noir et blanc, elle est multiple. C'est-à-dire qu'en fait, la première raison pour moi en fait du noir et blanc, c'est ce regard un peu froidement objectif, d'apparence, et de l'imposer. Il n'est pas aussi séducteur que la couleur.
C'était une première volonté, comme de m'abstraire du réel. La seconde raison, alors c'est lié à une déformation professionnelle, c'est que je suis aussi enseignante, j'enseigne aussi l'histoire de la photographie. Et évidemment que j'ai des très grands noms de la photographie, comme ça, qui ont photographié le paysage. J'avais envie de quelque part faire flotter ma propre photographie dans un temps qui était incertain. C'est-à-dire que dans mes photos, vous ne voyez pas qu'on est en 2020. On aurait pu être en 1970. Cette incertitude temporelle me paraissait assez importante pour reconsidérer et vraiment scruter le paysage. La technique aussi employée, j'ai travaillé à la chambre photographique en noir et blanc, en 4:5. C'est un travail qui demande du temps. Je ne peux pas juste sortir l'appareil et boum. Je porte un trépied, je marche vraiment des heures dans le paysage. C'est physique et c'est une redécouverte du paysage. Concernant la seconde question, pareil, je pourrais passer beaucoup de temps à y répondre pour être un peu concise. Je trouve qu'au quotidien, en fait, on passe à côté de beaucoup de choses. On ne regarde plus. Moi, avec ma photographie, je n'ai pas à vous donner de solution. Je n'ai pas à vous dire il faut voir comme ça. Je vous mets à disposition une possibilité de regarder autrement. Vous la prenez ou vous la prenez pas. C'est comme au quotidien. Donc c'était un peu la métaphore de notre propre regard. Vous arrivez devant la photo, vous voyez un paysage, mais en fait, si vous ne prenez pas le temps, vous ne serez pas en mesure de le décrypter. Oui, j'ai juste une petite remarque à propos d'un mot que j'ai beaucoup aimé. Vous avez parlé j'ai pas compris si c'était la photographie, enfin votre photographie ou vos photographies, chacune d'elles, comme un lapsus visuel, si je ne m'abuse. J'ai trouvé que c'était très évocateur en tout cas. Et ma question était, j'ai l'impression, je connais pas votre travail en dehors de ce que je vois aujourd'hui, je vous découvre, donc voilà. Mais je pense que tout photographe participe quelque part de l'idée de construire une image. Alors, enfin, je sais pas si vous pouvez développer ou c'est quelque chose intéressant en tout cas dans l'idée à la fois de cette construction, de cette maîtrise finalement du travail et du lapsus qui serait plutôt ce moment du réel qui vous a échappé quand vous le prenez et que vous lisez plus tard. Enfin, voilà. Je vais prendre un exemple simple qui peut-être vous concerne tous, parce qu'on prend tous des photos, même si on n'est pas tous photographes, on prend tous des photos. J'en parlais avec quelqu'un l'autre jour et qui me disait quand tu discutes avec un photographe, c'est comme quand tu invites à manger un cuisinier, c'est compliqué. Mais en fait, on le pratique tous. Donc parfois, dans votre environnement, au quotidien, quelque chose vous interpelle. Et en fait, ce quelque chose, vous allez parfois vous arrêter, vous allez regarder, et peut-être que si vous avez un peu de chance, vous avez le courage de sortir votre téléphone et de faire la photo. Mais vous ne savez pas pourquoi. Mais ce truc vous a tapé dans l'œil. Pour moi, c'est le lapsus visuel et ça se joue autour de ça. Ce qui veut dire qu'il y a quelque part, il y a une petite voix dans l'inconscient ou qui vient de quelque part qu'on ne maîtrise pas et qui fait toc toc toc, là, regarde. Et si vous avez le courage, faites la photo. Et probablement que c'est 1 an, 2 ans, peut-être 10 ans après, en regardant la photo, vous allez dire mais je viens de comprendre pourquoi. Prenons comme exemple cette image-là. Quand je suis arrivée sur ce point frontière qui était plutôt en fait une ligne de frontière, puisqu'en fait la frontière passe sur la rue principale, j'ai ressenti en fait du désordre profondément. Déjà, je comprenais plus à un moment donné, on est de quel côté? Donc est-ce que j'ai le droit d'y être ou est-ce que j'ai pas le droit d'y être? Les gens, quand je suis arrivée sur place avec mon gros trépied et tout, ils pensaient que j'étais de la police ou des médias. Donc ils avaient tous peur, ils me regardaient de travers. Il y en a même qui me photographiaient la plaque de ma voiture pour... C'était vraiment louche comme truc. Je pense qu'inconsciemment, c'est l'une des photos les plus complexes que j'ai faites. Elle est organisée, elle est structurée par un élément naturel qui est un arbre, mais en fait, tout le reste est complètement bordélique. La photo tient à un arbre, à un tronc, à quelque chose qui est solide et qui est naturel. Et en fait, les humains foutent le bordel autour. Je ne cherche pas à le comprendre pendant la prise de vue, je le laisse agir sur moi, je me fais confiance, il faut avoir de l'intuition, il faut le laisser faire. Et par contre, ça se révèle à moi par la suite. Mais c'est à utiliser. Bon nombre de mes photos fonctionnent avec ce même principe, c'est-à-dire qu'il y a un sujet consciemment choisi, et après, dans la façon de se placer dans l'espace, par exemple, en fait, c'est là où je laisse le lapsus arriver. Je me fais confiance. C'est la partie la plus intéressante. Celle qu'on ne maîtrise pas est la plus intéressante. Je vais terminer par une photographe dont le travail est complètement à l'opposé de moi, mais un travail qui m'a beaucoup touchée parce que c'est un travail qui m'a fait beaucoup rire, mais qui d'un autre côté m'a mis très mal à l'aise. Donc c'est une photographe qui est d'origine suédoise et qui travaille en Suisse. Elle s'appelle Jenny Rova. Elle a fait un travail qui s'appelle On Jealousy, donc sur la jalousie. Jenny Rova est quelqu'un de très spontané que j'ai rencontré lors d'un workshop à un moment donné et qui est très franche comme ça, très, très ouverte, très directe. C'est important à dire parce que ça permet de mieux comprendre son travail. Comme je disais, chaque travail est un peu autobiographique, prend appui sur qui vous êtes, comment vous voyez le monde, et je pense que là on a un exemple qui est quand même assez parlant. Dans un premier temps, je vais vous montrer les photos. Vous risquez de ne pas trop comprendre, mais c'est très bien parce que je vais vous révéler au fur et à mesure de quoi il s'agit. Donc on va juste les mettre dans l'ordre. Donc la jeune femme blonde que vous voyez représentée, c'est Jenny Rova. L'homme que vous voyez à côté, c'est son ex-copain. Ils ont été ensemble pendant très longtemps. Cet homme a quitté Jenny et Jenny en a énormément souffert. Cet homme s'est remis très rapidement avec une autre copine. Et elle était tellement jalouse qu'elle a été épier le Facebook de cette nouvelle fille et de son ancien copain.
Jenny Rova a téléchargé toutes les photos des Facebook de l'ex-copain et de la nouvelle copine sur lesquelles, en fait, ils partaient en vacances ensemble, ils se représentaient ensemble. Donc elle a tout téléchargé. Elle s'est, elle, pris en photo dans exactement la même lumière, les mêmes vêtements, tiré les photos, elle les a découpées et elle les a collées à la place. Elle en a fait un livre qui est sorti, édité, qui a gagné beaucoup de prix et qui a été un projet qui a été beaucoup exposé. Là, on voit aussi encore quelques images de ce même projet qui sont exposées en espace public à Vevey en Suisse. Elle habite à Genève, donc juste à côté. Pour en revenir à ma thématique, quoi photographier? C'était sa plus grande douleur. Donc c'est une certaine façon de se confronter à la douleur, mais en même temps, c'est l'illusion de continuer à vivre cet amour qui est probablement le cas dans sa tête, elle continue à aimer cet homme. Parfois, la question de quoi photographier, regardez réellement ce qui vous pose problème et faites-en un sujet, confrontez-vous à ça. Moi, ce travail-là m'a profondément touchée parce que d'un côté, il m'a fait beaucoup rire, mais plus nerveusement aussi, parce que j'aurais jamais osé faire ça. Mais que peut-être j'aurais adoré le faire à une autre époque. C'est une sacrée vengeance, ça fait mal. La première question que tout le monde lui a posée quand elle nous a montré son livre, c'est « Mais est-ce que tu as le droit de faire ça ?» Elle nous a regardé, elle a dit « Je me suis autorisée à faire ça ». Et en fait, son copain lui a fait un procès. Mais en fait, en cours de route, à un moment donné, il s'est dit « C'est pas la peine, laisse tomber ». Voilà, elle l'a fait et il n'y a pas eu de poursuite. Un photographe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Jacques Sonck. Jacques Sonck est donc belge et photographie en Belgique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a à peu près 75 ans et qui a photographié à partir des années à peu près 70. Toutes les photos que vous voyez ici ont été faites entre la fin des années 70, donc 1970, et jusqu'à 2010 à peu près. Les photos ne portent pas le nom de la personne, mais uniquement l'indication de lieu et la date. Ce genre de photographie, dans mon rapport à l'histoire de la photographie, j'ai déjà vu des choses qui ressemblent à ça. Un peu. On peut penser à Diane Arbus, que j'ai cité tout à l'heure, ou à August Sander, ou éventuellement à Richard Avedon. Il y en a encore un certain nombre d'autres qui fonctionnent un peu avec cette esthétique. Pour en revenir à ma thématique de la conférence, quoi photographier? Jacques Sonck ne va pas à l'autre bout du monde pour photographier ses personnages. Jacques Sonck ne part pas en vacances ou en week-end pour aller photographier des personnages. Jacques Sonck, au quotidien, dans ses déplacements, a son appareil photo et quand il voit quelqu'un, s'arrête et le prend en photo. Ces personnages sont des personnages ordinaires, contrairement à ce que vous pensez quand vous les découvrez là. C'est des gens que vous pouvez croiser tous les jours. Mais ce sont des gens qu'on ne prend pas le temps de regarder. On passe à côté. Ce qui retient souvent le photographe à faire ce type de portrait, c'est qu'il se dit « la personne va me dire non ». Je pense que la plupart des personnes disent oui à Jacques Sonck. Pourquoi? Parce que les personnages qu'il choisit sont des personnages qu'on regarde le moins. Jacques Sonck photographie en argentique, au moyen format, en noir et blanc. Pour ceux qui pratiquent la photographie, vous le savez peut-être, si vous demandez à la première personne que vous croisez dans la gare à Metz, si vous avez le droit de la photographier et que vous avez votre téléphone portable en main, la personne, elle va vous regarder, elle va vous dire « mais t'as fumé » et elle va passer, quoi. Vous allez passer pour un fou. En revanche, si vous vous baladez avec un bel appareil argentique, un truc un peu qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui est un peu joli aussi, qui en impose, qui éveille la curiosité, comme par exemple un Rolleiflex, donc c'est l'appareil noir bi-objectif, comme ça, où on regarde par au-dessus pour viser. Vous avez le même comportement, vous allez voir la même personne, vous lui posez la question, elle va être interpellée, elle va s'arrêter. La seconde question qui va venir très souvent, c'est que cette personne qui vient de s'arrêter, parce que vous avez un joli Rolleiflex, elle va regarder autour d'elle et puis elle va vous regarder et puis elle va dire « mais pourquoi moi ?» Si vous leur faites comprendre que c'est réellement eux, en particulier, qui vous intéressent et pas juste comme ça, ils vont accepter d'être photographiés la plupart du temps. La raison, c'est que tout d'un coup, dans ce monde où on ne se regarde plus, où on ne se parle plus, quelqu'un est venu vous voir parmi la foule et a dit « vous, vous êtes extraordinaire et vous, je vous regarde, vous, je veux vous photographier ». Et en fait, c'est quelque chose de valorisant. Ces personnes-là sont certes atypiques, mais peut-être surtout sur la photographie. Peut-être que dans la réalité, tout le monde est un peu atypique. Je pense que Sonck sait poser un regard atypique, plus que ces gens ne sont réellement extraordinaires. Pour pas forcément peut-être trop dépasser, je termine par un projet pareil d'une photographe femme. C'est une dame qui s'appelle Catherine Longly, qui a fait un livre qui s'appelle Hernie et Plume, qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai feuilleté. Et c'est une artiste qu'on a rencontrée il y a quelques jours là à Bruxelles, donc elle nous a raconté un peu son travail. Et c'est encore plus touchant de l'entendre raconter. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous passer en fait une vidéo du livre feuilleté, sans dire grand-chose, et puis après je vais revenir dessus pour finalement vous raconter un peu l'intérieur du projet.
Donc ce travail qui s'appelle Ernie et Plume, Catherine Longley, pour commencer à en parler, en fait, va nous dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, elle est allée dans un camping qui est dans le nord de Bruxelles, dans l'idée de photographier. En fait, elle se posait la question si on décorait ses caravanes comme on décorait en fait sa maison pour Noël. Et donc s'il y avait des sapins de Noël, des guirlandes et des trucs comme ça autour des caravanes, dans cette idée, elle va au camping. Elle n'avait pas l'autorisation, mais elle se balade dans le camping et elle voit une caravane qui est effectivement un tout petit peu décorée avec ce qu'il fallait. Et elle s'apprête à prendre une photo. Et au moment de prendre la photo, l'habitant, le propriétaire de la caravane sort et en fait l'interpelle. Donc c'est l'homme que vous voyez sur les photos qui l'interpelle et qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Puis elle lui dit « ça savait pas trop où se foutre parce que c'était effectivement, elle n'avait pas le droit. » Et qui lui dit finalement je photographie les décorations de Noël sur les caravanes. Et en fait, en réponse, il lui dit viens plutôt boire une bière. Et c'est comme ça que Catherine Longley a rencontré ce couple qui finalement lui a ouvert les portes de ce camping. Elle y allait extrêmement régulièrement, elle qui pensait juste photographier les caravanes, mais en fait elle a passé 10 ans à aller régulièrement en fait dans les différentes caravanes, à suivre les gens, à aller à leurs fêtes, à prendre de leurs nouvelles et à partager un peu ce quotidien. Sur les 10 ans, elle a photographié tout. Elle a photographié, le premier truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Catherine racontait que la première fois que Blick, donc l'homme, la rappelle finalement, il lui dit « Il faut absolument que tu viennes au camping pour photographier un mariage ». Elle s'est dit « Ouais, super, un mariage au camping, ça va être hyper photogénique et tout ». Et en fait, c'était un mariage de chiens. Ce projet-là, je vous le montre notamment parce qu'en fait, initialement, Catherine voulait que photographier les caravanes décorées. Et en fait, ce projet que vous voyez aujourd'hui, en fait, c'est né de 10 ans de complicité, 10 ans d'apprendre à connaître ces gens, leur façon de vivre, rentrer dans leur intimité, connaître leur histoire. Et le vrai projet, c'est ça. C'est pas les caravanes juste en une journée à photographier, c'est en fait ce qui s'est passé sur 10 ans. Catherine Longley nous dit que ce projet que vous voyez ici, pour y arriver, en fait, elle a jeté 90% des photos qu'elle avait faites pendant 10 ans. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'au final, c'est pas le camping dont elle parle. En fait, c'est ce couple dont elle parle. Et donc, en fait, elle a évacué toutes les autres photos pour finalement raconter l'histoire de ce couple. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'il interroge aussi notre rapport au réel. Moi, la première fois que j'ai regardé ce livre, sans lire l'histoire, je me suis sincèrement dit, mais c'est qui ces gens ? Un peu peut-être de façon, mais comment ils vivent ? C'est le bordel chez eux, ça picole, etc. Et peut-être une forme de stéréotype aussi dans la façon de les aborder. Le stéréotype, en fait, c'est ce qu'on a quand on pense savoir ce que c'est, mais qu'on n'est pas allé voir. Et en fait, le stéréotype, c'est ce qu'on pense quand on est resté à l'extérieur de la caravane. La morale de l'histoire, pour moi, c'est rentrer dans les caravanes. Prenez le temps. Ces gens que vous voyez ici, en fait, avant de faire le choix d'habiter dans un camping toute l'année, le monsieur était commissaire de police de la ville de Bruxelles dans une brigade spéciale anticriminalité. C'était quelqu'un de très connu et de très important dans la police. C'est pour ça que vous voyez les articles de la police. Et on les appelle, sa brigade, les Clint Eastwood de Bruxelles. La femme du couple était la première femme conductrice de tram à Bruxelles. Donc ce qu'on pense savoir sur eux, en fait, on ne le sait pas. Et au fur et à mesure de ce projet, en fait, au fur et à mesure qu'on lit les articles, qu'on tourne les pages, qu'on voit les différents textes, on découvre qui sont ces gens derrière le stéréotype. Ils ne sont pas le stéréotype, c'est nous qui projetons le stéréotype. Comme conseil également, dans cette façon de quoi photographier, ne vous arrêtez pas à la façade. Si vous aimez les gens et que vous voulez faire des portraits, ne leur volez pas le portrait. Donnez-leur le temps. Pour terminer donc sur Ernie et Plume, ce livre s'appelle Ernie et Plume parce que le chien s'appelle Plume. Plus loin, vous voyez un perroquet. Et en fait, le perroquet porte le nom de Ernie parce que la femme du couple est allée très souvent à l'hôpital voir son conjoint parce qu'il avait une hernie discale. Pour la remercier d'être venue la voir aussi souvent, il lui a dit « Mais je veux te faire un cadeau, qu'est-ce que tu aimerais ?» Elle a dit un perroquet. Elle l'a appelé en hommage à ce moment vécu ensemble, Ernie, comme hernie discale. Donc ce livre-là, finalement, c'est plus un livre qui parle d'amour, plus qu'il ne parle de gens dans une caravane, si on regarde réellement. Juste pour dire à quel point Catherine n'est pas une voyeuse, c'est qu'elle a fait participer en fait à la création du livre ces deux personnages que vous voyez, c'est-à-dire qu'ils savent ce qui a été montré comme image, qu'il y a un livre qui est sorti. Il y a une partie au centre du livre qui est un peu comme noir et blanche, voilà, ici un peu brune. Les images que vous voyez dans cette partie-là, en fait, chaque fois que Catherine revenait, le couple lui disait « Oh là là, t'as raté une fête l'autre jour, elle était extraordinaire, il faut vraiment que tu viennes et tout ça ». Pour qu'elle ne rate plus les fêtes, elle leur a offert des appareils jetables noir et blanc. Donc en fait, toutes les photos de la partie centrale, c'est le couple lui-même qui a fait les photos. Donc quelque part, ils ont participé. J'ai demandé à Catherine quel était son lien personnel à ça. Et en fait, elle m'a dit que quand elle était gamine, ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent et tous les étés, elle passait ses étés au camping. Donc pour conclure, regardez autour de vous, regardez votre propre histoire, regardez vos préoccupations et regardez ce qui se passe autour de vous. Et vous trouverez vos sujets. Creusez le réel, donc réellement enlever les couches du réel
et ne passez pas à côté. Prenez le temps. Voilà, merci beaucoup. Certains d'entre vous ont peut-être d'autres questions à nous? Merci beaucoup Alix pour toute cette présentation. Donc je reviendrai sur le rapport que tu définis en tant que photographe, artiste, qui doit justement, enfin qui a comme proposition de travailler sur l'intime. Si on se place en fait de l'autre côté, du côté de celui qui est observé, de l'éventuel modèle, est-ce que tu dirais, dans un même rapport à l'intime, que s'exposer à un photographe est un équivalent de travail psychanalytique? Oui, tout à fait. Évidemment. On se regarde individuellement, essentiellement dans un miroir. Vous regardez le matin dans le miroir, vous regardez le soir, en vous brossant les dents, dans le miroir. Avant de sortir, peut-être vous vérifiez si tout est OK, mais vous regardez dans un miroir. Donc déjà là, vous ne voyez pas correctement puisque vous voyez en fait votre image inversée, pour commencer. Quand vous regardez dans un miroir, la plupart du temps aussi, vous regardez si tout est OK, mais vous ne parlez pas, vous ne souriez pas, vous ne vous voyez que de face. Quand on fait un selfie, on projette ce qu'on aimerait bien être ou à quoi on aimerait bien ressembler. Si vous voulez vous découvrir, si vous voulez voir comment les autres vous voient, si vous voulez vous voir autrement, faites-vous photographier. Le photographe ne va pas forcément vous rendre plus beau que ce que vous êtes ou ce que vous pensez être, mais il va sûrement montrer une face de vous que vous n'avez jamais vue. Cette expérience, parfois, elle peut être douloureuse, ce qui veut dire que vous voyez ce que vous n'avez pas envie de voir de vous, mais néanmoins, ça vous apprendra des choses sur vous auxquelles vous n'avez pas accès de façon autonome. Donc oui, faites-vous photographier. Merci. La question qui vient d'être posée était très intéressante et en fait elle contribue aussi à nourrir, je pense, beaucoup de gens qui sont ici comme moi, qui ont envie de dépasser le fait de faire des jolies photos de jolis endroits et de faire de la photo. Enfin, je pense que je fais partie de ces gens qui se retrouvent à un moment bloqués à savoir quoi dire. Là, j'ai entendu beaucoup de choses qui vont infuser, qui vont m'aider, mais quand on n'a pas la possibilité d'être un artiste photographe qui passe un temps significatif parce qu'on a notre petite vie, métro, boulot, dodo, les enfants, les machins, les rhumes et tout ça, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil peut-être pragmatique, au-delà d'avoir son appareil photo sur soi tout le temps, pour justement essayer de trouver sa voix dans tout le bruit de notre vie, identifier ces choses qu'on a envie de dire, parce que j'ai bien compris que ce que vous faites, c'est sortir avec une idée, pas juste attendre qu'il y ait une jolie photo qui se fasse, mais sortir avec une idée et chercher la photo. La question est très intéressante, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on est resté accroché à un truc qu'à un moment donné, quelqu'un de très important de l'histoire de la photographie a dit, c'est Henri Cartier-Bresson, et qui a dit qu'il existait un instant décisif. Et en fait, selon cette théorie, en gros, de Cartier-Bresson, ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes quelque part, pour faire votre photo, il y a un instant décisif, et si vous le ratez, vous avez raté la photo. Si j'écoute ce que dit Cartier-Bresson, ça veut dire que c'est pas moi qui fais la photo, mais que c'est le réel qui fait la photo. Moi, je pense que c'est le photographe qui fait la photo. C'est-à-dire que c'est quand moi, en tant que photographe, j'ai décidé de faire une photo, je la fais. C'est moi qui la construis. C'est moi qui la fabrique avec mon regard et avec le réel qui se donne à moi. On peut faire des photos partout, n'importe quand. C'est votre regard qui structure les réels et qui choisit le fragment. Dans ce sens-là, bien sûr, on est tous débordés. Le manque de temps, c'est le problème de notre société. Mais en fait, ça c'est mon prof d'allemand qui disait ça quand on disait on n'a pas le temps de faire les devoirs. Il disait non, on a tous le même temps. C'est un peu dur, mais c'est une réalité. Dans ce rapport au peu de temps, on a quand même du temps. Il y avait un photographe, le nom m'échappe, qui il y a quelques années, parce qu'il avait été photographe de commande, et à côté, il avait une petite fille de 2 ans et demi, et en fait, à travers ça, plus la vie de famille, plus les commandes, etc., en fait, n'avait plus le temps de faire des photos pour lui. Et en fait, il a fait un travail qui s'appelle « Sur le chemin de la crèche », quand il amenait sa gamine tous les jours à la crèche. On a plein d'exemples de ce type-là. Les gens qui photographient dans les transports, quand ils marchent. D'autres qui vont faire des typologies, c'est-à-dire des photos répétitives de leur quotidien répétitif. Il y a des interstices à prendre et à saisir, et il ne faut pas passer à côté. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas d'excuse valable de ne pas faire de photos. Il y a des sujets partout, des sujets hyper poétiques, hyper narratifs, hyper touchants, qui vont résonner avec beaucoup de monde, mais en fait, il faut juste, à un moment donné, s'octroyer le droit de le faire. Il faut juste se donner ce courage. Et parfois, on se sent aussi pas légitime dans ce quotidien. En fait, tout d'un quotidien, moi, je suis qui pour faire des photos? Donnez-vous ce droit. Je pense que c'est surtout cette histoire de légitimité qu'il faut déconstruire. Voilà, il faut s'en saisir. De façon peut-être un peu poétique, la photo, ça vous prendra pas trop de temps, mais en fait, ça va vous ouvrir l'esprit. Vous pouvez aussi vous dire parfois que dans votre quotidien, il ne se passe rien d'intéressant. Ça, c'est souvent aussi ce que j'entends. En fait, nos quotidiens, ils sont passionnants. C'est juste qu'on ne le voit plus. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en tant que photographe, il ne fallait pas voler le sujet
et au contraire lui laisser le temps. Je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là. Je donne des exemples un peu bizarres, mais ça permet souvent de comprendre un peu mieux. J'étais avec mes parents à l'époque, on a fait un voyage au Maroc. On était en voiture tous ensemble, on commençait à avoir un peu faim, il faisait super chaud et tout, c'était un peu... Et on était au milieu de nulle part. On arrive en fait à la sortie d'un village et tout d'un coup on voit un buis-buis de l'extérieur infâme. Et mon père ouvre la fenêtre, il s'arrête, il dit ça sent bon. Ce truc qui ressemblait quasiment à un bout de bidonville avec 2-3 personnes en terrasse qui étaient en train de boire un thé à la menthe. Mon père s'est arrêté, il a dit on va manger là parce que ça sent bon. En fait, ce rapport à prendre le temps, c'est que moi, je serais passée à côté en disant c'est surtout pas là que je veux aller. Et puis je me suis fait mon idée préconçue en fait de ce lieu-là en me disant les règles d'hygiène, ça doit être terrible. Je vais me faire mal accueillir en tant que femme. Les WC, ça doit être une catastrophe, etc., etc. En fait, on s'est arrêté là, on est tous descendus de la voiture. Donc j'ai une sœur, ma maman était là, mon petit frère, etc. Tous bien occidentaux comme il faut. Et en fait, mon père, qui est pas très délicat, en fait, arrive et demande au monsieur si on peut manger chez eux. Et en fait, on s'est fait accueillir royalement. C'est le meilleur tagine que j'ai mangé de ma vie. Les gens étaient adorables. On a beaucoup échangé, on a passé une après-midi formidable. La morale de l'histoire, pour moi, a été de me dire il faut que je sois plus curieuse du monde. Je ne suis pas toujours en mesure de l'appliquer, mais j'essaye de le faire. C'est-à-dire, je ne me contente pas de ce que je vois, j'essaye d'aller, de rentrer en fait, de passer du temps, de gratter la surface un tout petit peu. C'est beaucoup plus riche derrière que ce qu'on pense. C'est aussi apprendre à passer au-delà de nos propres préjugés. Si on photographie rapidement, comme ça, juste par première séduction, vite en passant, en fait, on a un propre stéréotype qu'on va projeter dessus et qu'après, on va relayer encore par notre photographie qui va conforter les autres dans leur propre stéréotype. C'est un peu dommage. Une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est un critique de photographie allemand qui s'appelle Thomas Wesky, qui a dit sur le travail d'un très grand photographe américain qui s'appelle William Eggleston. Wesky disait « Ce qui l'intéresse dans les photographies de ce monsieur qui photographie le banal, c'est qu'il n'a jamais vu le banal sous cette forme-là. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous soyez en mesure de me montrer un quotidien que je connais comme je ne l'ai jamais vu, plutôt que de me montrer un truc de l'autre bout du monde, mais avec le regard de tout le monde. La photographie, c'est ça, c'est montrer le monde autrement. Il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire, on peut partir en 7 heures à l'autre bout du monde. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire, c'est voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. On est toujours conditionné à notre propre regard. L'enjeu de la photo, c'est ça, voir, montrer le regard autrement. S'il n'y a pas d'autres questions... Merci beaucoup. On va remercier Alix Heffner pour la qualité de la conférence qui était passionnante, pleine de sens et même libératrice. Merci. Pour ceux qui veulent progresser dans la photo ou aller un petit peu plus avant, à l'image des derniers échanges qu'il y a eu avec le public. Et je vous remercie également pour la qualité de votre écoute. Bonne fin de journée. Merci.